Projet rénovation du studio de 20 mètres carrés. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est métré et quantitatif. On va commencer par tirer des plans donc, qui sont à l'échelle avec des cotes, donc des documents qui sont exploitables sur chantier et non pas des jolis dessins mais qui restent sur l'ordinateur qu'on ne va pas emmener sur chantier. Voilà, et puis ensuite, suite à ça, on va faire tout ce qui est métré et quantitatif. Et puis également, on va parler de tout ce qui est faire des économies, enfin, sans pour autant tirer sur la cam lorsqu'on fait son chantier. Donc on va être un petit peu partout dans cette vidéo, un peu au bureau, un peu dans les magasins, un petit peu sur place. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, nous avons le modèle 3D du petit studio de 20 mètres carrés et ça, c'est l'état projet. C'est bien joli, mais dans l'état actuel des choses, ça reste un fichier informatique que l'on peut regarder sur l'ordinateur. Sur le chantier, l'ordinateur, on ne va pas l'emmener. Donc maintenant, l'idée, c'est de partir de ce joli dessin et puis de créer des présentations. Donc faire des présentations, mettre des cotations et puis avoir des documents qui soient exploitables lorsqu'on n'est pas devant l'ordinateur. On va commencer par créer des présentations. Alors donc moi je vais créer des présentations. Là ce que je veux faire apparaître c'est les poutres. Voilà, et donc là on n'a que nos poutres qui apparaissent. Maintenant je me mets dans le calque cotation et puis avec l'outil cote, on va venir mettre des cotes entre les éléments. Oula, c'est des grosses cotes ça. Maintenant, on va mettre d'autres cotes, donc ici, comme ça. 600, voilà. Et puis maintenant, par rapport à cette cote, on va les faire suivre. Oh, oui, oui. Et puis alors, il y a deux petites cotes que je n'avais pas. Voilà, j'ai pas mesuré la largeur au niveau du passage de porte, donc ça, on va la contrôler aussi. Et puis, si je peux prendre la longueur totale, juste pour recontrôler, être sûr. Alors en général, la règle veut qu'on ne fait pas se croiser les traits de cote. C'est-à-dire que là, ça là, c'est pas bien. Ça non plus. Donc on vient la mettre ici. Ou alors on cote ailleurs. Voilà, donc là, concrètement, avec ce plan, on a des cotes. Le but, ça sera d'aller sur chantier, faire péter une lame de plancher ici, en faire péter une autre ici, et puis chercher à contrôler ces valeurs. Et puis ensuite, on aura juste à rayer si la valeur est fausse, et puis réécrire la bonne valeur à la place. On va également ajouter un petit texte pour indiquer la surface. Surface brute 21,99 mètres carrés, ok. Bon bah là on a quelque chose qui est exploitable pour ce plan. Maintenant on va faire un copier-coller de cette présentation et on va faire afficher d'autres choses. Donc là on est au 25e et puis la vue de dessus sur la cuisine. On n'a pas besoin d'avoir la salle de bain, c'est vraiment un plan de cuisine. On va passer au 25e aussi, 1/25 entrée. Beaucoup plus gros. Voilà, et donc là concrètement, et bien du coup je vais pouvoir venir mettre des cotes sur des éléments comme ça, tac, tac. Ici, je viens de coter le plan de travail exactement comme il me le faut. Ah, quand AutoCAD se met à déconner, voilà ce que ça donne. Hop. Donc une cuisine qui fait 1900 comme ça ici, ok. Voilà, comme ça. Et puis on va faire un petit peu de redondance de cotes. Allez, on prend là. Et là. Et puis maintenant, on va ajouter des textes. Ici, à ne pas oublier, hôte. Et celui-ci va s'appeler aménagement cuisine. Alors il y a d'autres informations qui vont être intéressantes encore. Voilà, donc au minimum, si je veux du carrelage pour cette zone-là, il me faut 3,17 mètres carrés. Ok, donc carrelage 3,17 mètres carrés. Et puis là, on va également avoir une autre surface qui va être intéressante, ça va être celle-ci là. Hop. Ce qu'on a entre les meubles hauts de cuisine et puis les meubles bas, la surface de faïence ici qui s'appelle la crédence, ce qui fait 0,77 mètres carrés. Crédence 0,77 mètres carrés, comme ceci. Ok, voilà, et là en gros la zone de carrelage elle va commencer ici avant de poser les meubles de cuisine, elle va venir jusque hop ici comme ceci là, et puis on aura un petit bout dans l'entrée ici comme ça.
Voilà, et là, en ayant des présentations comme ça, on aura des documents qui seront exploitables. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais imprimer cette feuille A3, eh bien, les présentations seront exactement à l'échelle. Bon, bah là, c'est 1,25. C'est-à-dire que ensuite, sur ma feuille de papier, je prendrai ceci, qui est un cutch. C'est une règle de dessinateur. Et en fait, sur ce cutch, tu as différentes échelles selon avec lesquelles tu travailles. Donc là, on a le 1/20e. Là, on a le 1/50e. Et moi, mes plans, ils sont au 1/25e. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je sortirai mes plans sur les pages A3, eh bien, je viendrai directement mesurer. Et puis, j'aurai exactement la bonne mesure lorsque je viendrai mesurer si jamais il y a des codes que j'ai oubliés. Par exemple, tu vois, là, on a le 0, là on a le 1, et bien ça veut dire que si je mesure cette distance sur le plan à l'échelle 1,25, et bien ça c'est 1 mètre. Concrètement, tu fais ça comme ça, tu mesures là comme ça, voilà, et puis s'il te manque une dimension, tu peux la lire. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect plan. Maintenant, pour ce qui est du métré quantitatif, c'est pas compliqué, je me fais un Excel. Tu as d'autres logiciels tels que par exemple Revit qui est beaucoup plus performant et qui permettra lui de pouvoir te sortir de manière automatique toutes les quantités de ce que tu as sur ton modèle. Le seul inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué à paramétrer. Là, vraiment, tu fais du copier-coller, ça va, alors que Revit, tu auras tout un tas de paramètres à renseigner à chaque fois que tu fais quelque chose. Donc bon, voilà, deux méthodes. Donc je vais noter les informations qui sont cohérentes par rapport à mon projet. Bon bah pour le plancher, je vais avoir des plaques de contreplaqué. Il me faudra au total une quantité de 21,99 mètres carrés. Ok. On aura les solives. Bon bah là j'ai calculé qu'il me faudrait 16 pièces. Et puis bah la dimension, bon bah il faudra qu'elle fasse au minimum 4,81 m de longueur. Voilà. Et puis les solives de chaque côté, il y aura une fixation en forme de U qui viendra prendre la solive. Et donc ces fixations, du coup, il en faudra 32 pièces. Bon ça c'est mes quantités à moi. Et puis ensuite magasin A, magasin B, magasin C. Et je vais aller faire le tour des magasins et relever les prix. Et je vais relever plusieurs informations. Pour le plancher, je vais relever le prix au mètre carré qui va être intéressant. Ensuite, je vais relever le prix par panneau parce que d'un magasin à l'autre, le panneau il fait pas forcément la même taille. Et puis je peux avoir un prix au mètre carré moins cher dans le magasin A, mais vu que le conditionnement il est différent, eh bien il me faut par exemple un panneau de plus et au final ça me reviendra moins cher. C'est pour ça que je note prix par panneau et puis conditionnement. Alors pour ce qui est des solives, là on aura un prix par solive, donc je vais relever un prix par unité, oui. Et puis je vais relever aussi d'autres prix, donc là on peut avoir deux variantes, soit on a le prix au mètre de solive en fonction de la section de la solive, soit on a un prix au mètre cube de bois, ça dépend. Et puis pareil, là le conditionnement, voilà. Parce que par exemple, si dans le magasin C, on a un prix au mètre qui est moins cher, mais on est obligé d'acheter des solives qui font 6 mètres, alors que dans le magasin B, on peut acheter des solives qui font 5 mètres, et bien ça me coûtera moins cher d'acheter des solives de 5 mètres, vu que j'ai besoin de 4,81 m. Les 1,19 m du magasin C, moi ça sera de la perte, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc c'est des choses que je vais faire attention. Et puis pareil, après pour les fixations, il y a le prix unitaire. Et puis combien est-ce qu'il y en a si c'est vendu par boîte. Et après voilà, je vais le faire pour mon placo, je vais le faire pour mon carrelage, je vais le faire pour mes meubles Ikea, je vais le faire pour les cabines de douche, je vais le faire pour tout. Et puis ça me permettra de faire des petites économies. Alors ça peut paraître être des petites économies de bout de chandelle, mais si je pars du principe que j'ai sur un projet de rénovation à peu près 3000 lignes comptables d'achat, et bien si je peux tirer 10 centimes sur chaque ligne, 10 centimes x 3000, et bien ça fait un billet de 300 € et je pense qu'un billet de 300 €, personne ne crache dessus. Voilà un petit peu pour ce qui est de la méthode que j'utilise pour faire mes métrés quantitatifs. Bon, j'ai rien inventé en soi, il n'y a rien de folichon, mais si ça peut inspirer d'autres personnes, et bien voilà, c'est cool. Alors quand je parle d'économiser 10 centimes d'euros par article, alors il y a des articles où non, il ne faut pas tirer sur la cam dans le sens où tu vas tomber sur de la camelote, mais il y a des articles où en faisant attention, tu peux réaliser des économies bien plus importantes. Et là, je te donne un exemple, la cheville molly. J'ai été au magasin, il me fallait 9 chevilles molly en M5, et donc du coup, 9 chevilles molly, je les achète au vrac. Tu pèses, tu mets ton ticket, machin. 9 chevilles molly comme ça, 4,50 €. Alors je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Et puis après oui, 4,50 €, 9 pièces, ça fait 50 centimes la cheville molly.
En cherchant un petit peu et puis en comparant les prix, je me suis rendu compte que pour 14 €, j'avais une boîte de 100, exactement le même modèle. Donc 50 centimes en vrac et puis 14 centimes en achetant une boîte de 100. Quand même, donc je savais que ça coûtait un petit peu plus cher lorsqu'on achetait du vrac. Bon, ça se comprend, les mecs, ça leur demande plus de stockage dans les magasins, ils doivent mettre des balances, tout ça, machin. T'as un mec qui doit ranger parce que les gens ils mettent toujours ils remettent jamais les trucs au aux bons endroits, tout ça, ok. Mais quand même, 36 centimes d'écart pour une cheville molly. Bon, là, c'est quand même énorme, quoi. Et puis, la cheville molly, à peine tu fixes un truc, je sais pas, moi, tu mets une étagère, c'est entre 4 et 6 chevilles molly minimum. Voilà, donc ça a vite fait de faire un gros écart. Et bah voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Maintenant, il y en a d'autres et c'est un petit calcul qu'il ne faut pas hésiter à faire au quotidien. Voilà, oui, ok, pour certains, ça fait calcul d'épicier. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Ça, et puis on va dériver un petit peu. Je vais t'expliquer pourquoi je prends des chevilles en M5 en particulier. Parce que les chevilles qui sont en M5, comme ça, eh bien en fait, lorsque tu leur retires leur vis, tu peux mettre ceci. Donc là, tu as le filetage pour la cheville molly. Voilà. Et puis de l'autre côté, tu as le filetage qui te permet de venir mettre un collier de plomberie. Voilà. Et donc concrètement, ça te permet de pouvoir mettre des colliers de plomberie dans du placo. Et là, du coup, je vais en profiter pour dévier un petit peu et puis parler collier de plomberie, toujours sur la même thématique. Bon, bah, on connaît très bien le collier de plomberie comme ça, classique, ou qui sert à fixer des tubes, aussi bien en cuivre, en multicouche, ou voilà. Ok, donc collier comme ça, d'accord. Donc ça, pour tenir des canalisations qui sont sous pression, telles que par exemple des canalisations de chauffage ou de l'alimentation de plomberie ou d'eau chaude sanitaire, c'est très bien. Mais dès que tu veux faire des évacuations, eh bien tu te retrouves à devoir mettre des colliers en plastique de merde. Et ça, moi ça me dérange vraiment. Donc, voilà, donc tu vas avoir ça, tu as différentes tailles. Tu vas en avoir qui vont être un petit peu mieux mais qui restent, enfin moi j'aime pas, tu vois, tu as ce système là, voilà. Tiens, oh celui-là, oh mince, normalement ici il a une petite patte en métal qui permet de, oh elle est perdue, elle doit être perdue dans le fond de la boîte. Bah non, ouais voilà, ok. Tu as ceux-là qui sont quand même un petit peu mieux, voilà, qui sont comme ça. Mais ça c'est un collier, il ferme pas complètement, le tuyau il peut tu peux l'arracher aussi. Alors oui, tu peux aussi mettre un petit fil électrique comme ça aussi. Mais ça reste une solution que j'aime pas. Et puis sinon, après, si ceux-là vont être un petit peu mieux quand même, oui. Tu vas trouver des colliers en plastique comme ça pour tes évacuations. Mais là où je veux en venir, c'est que tu veux poser des évacuations en apparent. Si tu veux des bons colliers, eh bien, souvent, tu vas devoir partir sur ce type de collier. Ça coûte cher, c'est pas du tout esthétique pour une pose en apparent. Et ben moi, par rapport à ça, j'en reviens à ces petits colliers comme ça. Eh bien, j'achète ceux-là, les colliers en métal, en diamètre 40, en diamètre 50 et en diamètre 32. Et ceux-là, eh bien, je les ai en boîte comme ça. Et où est-ce que je les trouve? Je les trouve sur Amazon. Eh oui, Amazon, c'est pas que vendre des livres et des CD, et on achète aussi ces colliers de plomberie. Voilà. Les disjoncteurs, tu regardes les disjoncteurs, ça coûte cher. Eh bien, moi, ça par exemple, c'est du disjoncteur Legrand que j'ai acheté sur Amazon. La cheville harpon de chez Spit, pareil, c'est vachement bien. Eh bien, Amazon, encore une fois. Toujours sur Amazon, ça, c'est de la bande armée. Ça coûte super cher, c'est là que je l'achète, parce que c'est moins cher que dans les magasins. Voilà, donc j'ai un petit peu dévié, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à regarder les prix, comparer, parce que vraiment, des fois, on peut trouver des alternatives intéressantes. Typiquement, les colliers de plomberie sur Amazon, oui. Voilà. Non, si tu veux des disjoncteurs, faut aller dans le magasin et puis tu attends devant la vitrine comme un enfant de 4 ans, que le vendeur il vienne t'ouvrir, tu lui dis monsieur je veux ça et je veux ça, et ensuite il l'emmène à la caisse centrale, la caisse où il y a 3/4 d'heure de queue parce qu'il y a des mecs qui sont là qui ont des problèmes à régler. Voilà. Non, ça, moi j'avoue que pour cet aspect-là, j'ai complètement délaissé les magasins classiques et que j'achète tout mon matos électrique sur Amazon, ouais. En dessous, dans la description, je te mets des liens si jamais ça t'intéresse, que tu es un peu curieux, voilà, n'hésite pas à regarder. Encore un autre point pour faire des économies sur son chantier, la récupération. Là, on a cette porte, elle est en très bon état, c'est une gauche poussante, et moi dans ma salle de bain, je veux une gauche poussante. Et bien donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter proprement et puis je vais la réinstaller dans ma salle de bain. Voilà.
Donc effectivement, on a quelques trous. Ça, il faudra poncer les bouchées et puis repeindre la porte. Oui, effectivement. Mais hormis ça, ben, elle n'est pas en mauvais état. Donc je peux la réutiliser. Elle peut refaire 5 ans. Et puis s'il y en a que ça fait grincer des dents, et ben c'est pas mon problème. Bah oui, regarde-moi ça. Presque neuf. Idem là, ce vieux lavabo. Bon, alors non, je vais pas le remettre dans l'appartement. Il a déjà des petites équerres, il peut être fixé comme ça contre un mur. Et bien je vais le démonter et puis je le réinstallerai dans mes caves. Ça me permettra d'avoir un point d'eau dans mon atelier. Par contre, là, je changerai la serrure. Ça, j'aime pas du tout. C'est pas qualitatif. Voilà. Ok. Ok. Ah! Donc là, on a des vis qui sont au niveau des pommelles. Ok. Ce que je veux, c'est que l'huisserie garde le même écartement. Donc, c'est pour ça que je vais lui poser un petit assaut comme ça. Tac. Ok. Tac. Tac. Le cadre est dans un état correct, la porte est dans un état correct, voilà, c'est tout ce que je vois, point. Et puis là ensuite ça nous donne des informations qui sont intéressantes encore. Donc en fait on a une vieille cloison qui doit faire ça, qui est faite en bois, et puis par-dessus ça, eh bien, on a un placo qui a été remis, qui a été collé, donc de ce côté-là, et puis de ce côté-là, voilà, donc... Alors maintenant je commence un petit peu à comprendre ce qui a été fait sur cet appartement. Donc ça a été un appartement qui a été encore plus pourri, et puis sur cet appartement encore plus pourri, il y a eu du cache-misère qui a été fait de partout. Donc c'est-à-dire cache-misère sur la cloison qui avait déjà à l'existant, cache-misère avec ce faux plafond qui est complètement creux, il n'y a pas de laine de roche, et cache-misère très certainement avec ce plancher qui a été refait sur un ancien plancher qui était encore plus pourri. Voilà. Alors ça c'est un autre de mes bons plans. Donc on a l'usine de fabrication de bois, et à côté de l'usine de fabrication de bois on a les magasins de fin d'usine. Eh ben, on a ce que je veux. Ça c'est du contreplaqué de 21 mm. Les plaques font 1,25 m par 2,50 m. Voilà, donc contreplaqué filmé 21 mm, un côté rugueux et un côté lisse de l'autre côté. C'est exactement ce que je veux. Prix des chutes, 10 € le mètre carré. J'ai jamais vu aussi gros, un contreplaqué de 45 mm, c'est énorme. Contreplaqué filmé finition noire et contreplaqué filmé finition grise avec revêtement antidérapant. Là on est sur contreplaqué finition noire filmé avec revêtement antidérapant, mais malheureusement on est sur de la fin d'usine et je ne trouve pas l'épaisseur que je souhaite. Donc il faudra certainement que je repasse un autre moment. Là vraiment en contreplaqué il y a de tout, et il y a plusieurs rangées de contreplaqué comme ça. Contreplaqué de 35 mm d'épaisseur, c'est balèze. Hein. Oh j'aime bien ce revêtement, on est sur des petits trous comme ça là, c'est intéressant. Alors au niveau de la finition, pour comparer entre celui-ci et celui-ci il est plus rugueux. Je partirai certainement sur ce type de finition parce que pour ma zone de carrelage, ça sera plus... Je me dis que ça accrochera mieux que ça. Voilà, donc contreplaqué filmé 21 mm avec la finition où on est sur des petits points comme ça là. Celui-là il est vraiment jaune devant, marron derrière. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi ce qui va se passer c'est que je vais aller vadrouiller un petit peu partout dans les magasins, faire mes petits calculs, tout ça, et puis il va se passer un petit peu de temps avant que le projet ne reprenne, dans le sens où maintenant je vais avoir une partie administrative à gérer. Alors ça c'est un sujet, j'en parlerai pas, non, mais voilà, il va se passer un petit moment entre cette vidéo et puis le moment où je commencerai à réellement aller taper dans la masse. Ouais, voilà. Donc en tout cas je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu es intéressé par la plomberie, il y a mon livre qui s'appelle le guide du tube cuivre, où je présente toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour faire soi-même son installation de plomberie avec du tube cuivre. Aussi bien que tu veuilles utiliser un chalumeau ou non,
souder ou non. Oui, parce qu'on peut utiliser un chalumeau sans pour autant faire de soudure, pour par exemple recuire, cintrer, faire des collets battus, ce genre de choses. Eh bien, toutes les techniques sont expliquées dans ce livre. Il est disponible en version papier sur Amazon et puis également en version e-book. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te souhaite bon courage pour tes projets si tu es également en rénovation. Allez, à plus tard pour la suite. Ciao!